Par contre, c'est pas tes slides qui sont... C'est pas très grave. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette 17e session du Lyon.js. Présentation orientée calcul haute performance dans le navigateur. Donc le mot calcul sera très important puisque contrairement aux autres présentations, on ne va pas simplement vous apprendre à mettre une balise script à la fin du DOM. Merci tout d'abord à l'Epitech pour les locaux, comme d'habitude. À Worldline qui finance l'apéro qui suivra. On vous rappelle que le Lyon.js c'est avant tout une communauté. Qui dit communauté dit action des membres. Donc ça se passe notamment sur le Google Groups et sur le Twitter @Lyon.js. Et aussi on vous attend après le talk pour l'apéro. Les conférences qui vont venir prochainement. Devox, en fait ça a commencé hier, ça finit à la fin de la semaine. Synthé Mobile Days, bon, je sais qu'on est à Lyon, qu'on n'aime pas trop Saint-Etienne, mais des fois ils font des choses un petit peu sympas. Donc c'est le 22-23 novembre. Et enfin la première édition de France.js qui va se tenir à Toulouse, donc c'est un week-end, 23 et 24 novembre. Avec plein de bons speakers, dont Christophe Porteneuve qui était là la dernière fois, Monsieur AngularJS France, plein de monde que vous avez déjà vu aussi. Tu me vexes. Un peu plus localement, demain il y a le Lyon Ruby. Après-demain, CocoAS, donc un programme bien chargé pour la semaine. La semaine prochaine, le Lyon Android User Group. Et la semaine d'après encore, Lyon Jug et Apéro PHP. Et j'oublie le mug encore la semaine d'après. Je vais trêve de bavardage, on va aller directement dans le dur avec Fabien. Bonjour à tous. Je vais parler du calcul dans le navigateur un peu haute performance, sachant que vous allez voir, je triche un peu en parlant de HPC parce que ce qui va nous intéresser, c'est comment je vais pouvoir faire du calcul de façon très efficace. Et pas forcément, quand on parle de HPC, on a plus une vision de grille de calcul, supercalculateur ou de cluster de machines. Donc là, c'est fait exprès, j'ai un peu triché dans ça. Sachant que l'idée à terme, c'est pourquoi on ne pourrait pas faire le cluster compris directement dans le navigateur. Donc tout d'abord, oui, petite anecdote. En fait, ce qui se passe, c'est que j'aime bien être interrompu. Donc généralement, là, vu le nombre, je vais dire que si vous m'interrompez, que vous me posez une question et que ça met plus de 30 secondes à y répondre, donc c'est pas une question débile, je lancerai un random. Si c'est plus de 0,95 dans la console JavaScript, je le ferai voir. Comme ça, ça sera un peu plus intéressant, interactif. Donc, Fabien Seillet, ben, c'est moi, mais moi, c'est qui? Grosso modo, je ne vais pas vous faire mon historique, hein, je travaille chez Worldline depuis un petit moment, j'ai fait des projets comme tout le monde. Et ce qui va être intéressant, c'est que j'ai participé, et je participe encore à la définition du WebCL. Donc le WebCL, c'est faire du GPGPU directement dans le navigateur. J'ai fait le premier prototype GPGPU dans Firefox Mozilla. Puis après, j'ai été contacté en me disant c'est pas bien, tu fais pas partie de Chronos, tu n'as pas le droit d'en parler. C'est Nokia qui a fait le premier prototype, ils l'ont fait 3 mois plus tard. Mais vu qu'eux ont de l'argent et moi pas, c'est eux que l'histoire va reconnaître. Sinon, j'ai fait une thèse sur la modélisation 3D, simplification de modèle 3D, c'est un peu mathématique, c'est assez sympa, et j'en parlerai pas ce soir parce que c'est sympa. Et enfin, j'ai fait de la géographie, les géoportails, vous connaissez peut-être, donc j'ai fait partie des équipes qui ont fait le géoportail. Il y en a d'autres ici qui ont un peu participé aussi à ce projet qui était assez sympa aussi. Donc voilà, ça c'était pour moi. HPC, définition, histoire. Donc on le sait plus ou moins, mais en France, l'informatique c'était jamais très bien vu. La preuve, on a eu tellement de retard que l'État français, il y a quelques années, a créé quelque chose qui s'appelle l'INRIA pour rattraper son retard. Et en faisant ça, on a fait des petits fleurons. Et l'HPC, surtout en France, c'est vu comme un gros ordinateur pour faire du calcul. Et vu qu'on voyait comme ça, il y a même une société qui s'est mis dedans qui s'appelle Bull, ou Bull, suivant comment vous le prononcez, qui fait que ça. Donc quand vous allez parler avec les chercheurs français, Irisa et compagnie, eux, ça va vraiment être centré
HPC, j'ai mon gros armoire à ordinateur avec plein de GPU, CPU à l'intérieur, qui fait des pétas et des pétaflops et ça fait mes gros calculs. Après, suivant où vous allez sur les conférences scientifiques, ça peut avoir une définition un peu différente. Donc, cette grille, elle a ses propres problèmes, qu'on va retrouver à peu près partout, mais elle a aussi des problèmes de chaleur, électricité, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon réseau, qui sont vraiment spécifiques. Là, aujourd'hui, on ne va pas du tout en parler, mais j'avais envie d'en parler, donc je l'ai dit. Après, quand on avait des grilles de calcul, énormément d'ordinateurs ou les clusters, il y a eu beaucoup de problèmes parce que c'est compliqué à programmer tout ça. C'était vraiment difficile. Donc il y a des gens très intelligents qui ont fait des papiers, qui ont réfléchi et qui ont fait des patterns, des moyens de programmer tout ça. Donc les plus connus sont l'actor modèle, le message passing, tous les patterns comme ça qui sont en fait j'ai de la mémoire, mais je fais en sorte que j'ai pas de problème d'accès concurrent sur ma mémoire. Je passe le message, je peux passer mon travail d'une machine à une autre, tous les schedulers comme ça. Et tous ces patterns-là sont intéressants parce que, en fait, que vous soyez sur une grosse grille de calcul ou sur un ordinateur avec un ou deux GPU plus un CPU, on se rend compte que la manière dont les patterns fonctionnent, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un seul ordinateur, votre RAM, vous la considérez comme lent. Pour la petite info, je suis un CPU, je fais un calcul, je fais une addition, une multiplication. Dans les CPU modernes, c'est pas tout à fait vrai, mais pour le fonctionnement, on va dire c'est un cycle CPU. Je vais chercher dans mon cache 3 cycles CPU suivant le cache, mais de l'ordre de grandeur. Je vais chercher dans ma RAM 300 cycles CPU. Et pendant ce temps, je ne fais rien parce que j'attends que la variable dans la RAM revient au niveau du CPU. Vous êtes sur un supercalculateur. Au lieu que ça soit de la RAM, vous allez dire c'est un ordinateur distant. Mon cache, c'est ma RAM, et vice versa, et vous pouvez faire une pyramide comme ça, et c'est toujours à peu près le même pattern, le même principe. Donc c'est toujours sympa de regarder ce que font les autres au niveau algorithmique, pour se dire que ce soit sur une machine ou que ce soit sur un cluster, il y a des choses à reprendre. Enfin, pourquoi on parle de navigateur? Je vous en ai dit tout à l'heure, ce qui va m'intéresser, c'est il y a le supercalculateur, mais vous entendez beaucoup parler en ce moment des gens qui ont plein de Raspberry Pi. Ils en mettent plein à la fois et ils disent « Ah, regardez, j'ai plein de puissance ». Sauf qu'un Raspberry Pi, ça n'a pas beaucoup de puissance. Donc cette approche-là, c'est l'approche opportuniste. C'est quelque chose, vous allez sur Wikipédia, vous mettez HPC, leur définition c'est l'HPC, c'est dès que je ne peux pas faire sur un ordi, genre le desktop que vous avez là ou le laptop que vous avez pour la plupart d'entre vous d'ailleurs, je ne peux pas faire résoudre le programme dessus. Ah, je fais du HPC parce que j'ai besoin de plusieurs machines, parce que j'ai besoin d'une grille de calcul. Et dans ces grandes lignes d'HPC, le fait d'avoir un cluster, c'est opportuniste. Donc là, vous allez voir Wikipédia, c'est pas trop mal fait pour une fois. Donc je vous invite à le faire. Et enfin, je ne le répète jamais assez, ce qui va m'intéresser, c'est que c'est super d'avoir ça. Sauf que quand je vais coder certains algorithmes, j'ai envie que mon code il soit efficace. Parce que des fois, je vais utiliser énormément de machines pour faire quelque chose, mais en fait, j'aurais pu le faire sur un ordinateur. Si j'avais su coder correctement, si j'avais su que ma RAM était lente, si j'avais su que je codais comme un porc et que Python, JavaScript, Troll Insider, mais Python, JavaScript, c'est super lent, et dans ce cas-là, j'avais pas besoin de 15 machines, mais une seule aurait suffi avec une bonne carte graphique. Donc, efficacité du code, pourquoi? Grosso modo, on va utiliser le HPC et même du code haute performance dans un seul PC pour à peu près toujours les mêmes choses. Si vous allez, on reparlait là l'IRISA par exemple, les trucs qui sont vraiment à la mode, surtout côté État français, c'est calcul des astres, astronomie, tous les trucs comme ça. Mais il y a aussi catastrophe, météo France, il y a beaucoup de simulations en parallèle, on aimerait bien faire du temps réel. Simulation dans les jeux vidéo, ça commence à venir dans le navigateur. Si vous faites quelque chose qui s'appelle ASMJS, on y reviendra, mais pour Firefox, du calcul haute performance, vous arrivez à faire de la simulation physique pour 5000 petites boîtes. Vous le faites avec du JavaScript normal, vous en avez 200. Vous le faites avec un code optimisé, vous en avez 500 000. Ça vous donne une ordre de grandeur. Après, je suis allé deux à la fois. Il y a les statistiques en général, pour les fraudes, statistiques,
Vous en voyez partout, hein, on en fait partout, que ce soit qui va voter FN, je sais pas quoi, l'État français, qui pour les élections, tout le monde en est friand. Autre chose qui m'intéresse moi plus particulièrement, c'est la vidéo, la 3D, et un exemple qui va vous toucher peut-être plus, c'est aujourd'hui vous avez YouTube, et je pense qu'on a tous regardé et on a vu le super combat qu'il y a eu entre Mozilla, les puristes du libre pour le MPEG, le MP3 pour l'audio, la vidéo, le H264, le H265 qui arrive. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le libre a perdu, hein. Maintenant on le sait, c'est MPEG qui a gagné. On va avoir le H264 partout, même Firefox se débrouille pour faire une petite boîte qui va faire en sorte que vous puissiez lire les vidéos YouTube qui ne sont pas codées en libre, avec des codés libres. Si vous aviez eu vraiment de la performance dans le navigateur, même les libristes les plus puristes auraient pu créer leur propre code qui allait décoder la vidéo, donc faire leur propre codec. Certains me diront, ah oui, mais Mozilla, ils ont fait un petit article de blog avec un truc qui s'appelle Orbix, si je me rappelle bien, qui est une boîte américaine qui a fait son propre codec qui décode dans le navigateur. Ah oui, mais eux, ils ont triché. Ils ont triché sur 2 points. Premier point, ils décodent avec le WebGL. Donc WebGL, c'est l'API 3D dans le navigateur qui utilise le GPU. Et ils sont capables que de décoder. Et ils font même pas de compression anthropique, genre zip ou les choses comme ça. Ils font quelque chose de très nul au niveau du JavaScript pour ce qui est anthropique. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la carte graphique pour se décoder de la carte, parce que vous êtes obligatoirement en séquentiel. Donc là, vous avez un problème de performance qui a eu un impact au niveau des navigateurs et de la manière dont le web fonctionne aujourd'hui. Après, si vous aviez eu vraiment de la performance, non seulement vous auriez un codec pour décoder, mais vous auriez aussi une possibilité de je prends mon fichier, je le mets dans mon navigateur et il me l'encode avec un autre codec. Il y a aussi plein de choses qu'on peut penser, hein, reconnaissance faciale, reconnaissance audio, de visage, plein de choses intéressantes. Je ne vais pas toutes les exposer ici, c'est pas forcément le but. Mais vous voyez qu'avoir l'efficacité, ça peut être amusant. Personnellement, pourquoi j'ai envie d'avoir de l'efficacité dans le navigateur, autre que parce que c'est marrant à voir, hein, et que c'est vraiment marrant de pouvoir faire des codes, c'est, je me dis, si vous avez toute cette efficacité-là, vous êtes capable de faire n'importe quel programme dans le navigateur. Aujourd'hui, c'est presque vrai. Plus personne n'utilise Thunderbird, vous utilisez tous Gmail ou un équivalent. Je ne l'ai pas dit officiellement, hein, mais la vérité elle est quand même là. On peut se dire pareil pour les jeux vidéo. Je pense qu'on voudrait tous avoir un WoW, comment c'est que le jeu à la mode, League of Legends ou je ne sais pas quoi directement dans le navigateur. Et vous allez chez votre mère, vous n'avez pas forcément envie de réinstaller le jeu, vous arrivez, vous utilisez son navigateur, pouf pouf, vous pouvez jouer comme si c'était chez vous. Donc là, et en plus, vu que c'est dans un navigateur, c'est sécurisé. Donc vous ne vous dites pas, mince, ce jeu-là, il a l'air louche, là, développé par un russe, est-ce que je le mets vraiment sur mon ordi? Et vous vous retrouvez avec des choses très très coquines, on va dire, sur votre ordinateur. Donc par contre, un point important que j'aimerais bien préciser, c'est que là, je vous vends l'efficacité. Maintenant, j'entends souvent beaucoup de personnes dire « Ouais, JavaScript, ils le mettent même dans GNOME, c'est nul, ça va prendre plein et tout. » Non, il faut bien voir quel est le besoin. Quand vous faites une IHM, avoir quelque chose qui répond en 50 millisecondes, vous ne le verrez pas, quoi. Le JavaScript, c'est parfait, c'est largement... c'est rapide, ça marchera nickel. Quand vous faites une simulation, on va voir des chiffres tout à l'heure, oui, là, il y a des grosses différences de performance. Et on va voir que c'est lié intimement au JavaScript, d'après mes tests. Après, il y en a qui peuvent avoir un autre avis. Quand on discute avec eux, pour l'instant, je suis pour changer d'avis si on m'apporte vraiment des exemples et des cas concrets. Mais pour l'instant, les profs auraient tendance à dire que le JavaScript, c'est un peu le problème pour les performances dans certains cas. Donc, je le rappelle, la performance, quand vous avez besoin, n'essayez pas de faire de l'optimisation pour faire que vous cliquez sur un bouton, ça soit plus rapide. Si vous passez 8 heures pour que votre bouton s'illumine en 3 millisecondes, je vois pas l'intérêt. Donc, informations utiles, c'est les informations, je pense qu'on est tous super intelligents, qu'on les connaît tous ici, mais on va quand même les répéter au cas où. Donc, optimisation du code, le mot que j'arrête pas de dire infâme. Qu'est-ce qui vient avec l'optimisation du code? La complexité. Bah ouais, c'est pas super sympa de faire l'optimisation du code parce que donc, je
pense que faut se rappeler qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a quelqu'un qui va dire l'optimisation du code, je ne vais pas faire trois boucles quand je peux en faire une. Ça, on est d'accord, hein, c'est le niveau 0, le gars il a à peine eu son bac, on sait tous ça, quoi. Là, on va parler vraiment de choses intéressantes. C'est-à-dire que quand vous codez en C++ ou en C, parce qu'on fait tous, hein, c'est le fun, on sait à peu près, c'est plus complètement vrai, mais parce que les processeurs sont devenus très compliqués, mais on sait à peu près comment le code va être généré. Donc ça, c'est assez sympa. Et quand on va faire un code, on va se demander, tiens, on disait tout à l'heure, s'il doit aller chercher en RAM plutôt que dans son cache, ça va me prendre du temps. Donc il y a un scheduling statique des différentes choses à faire dans votre programme, et le compilateur, GCC, parce que il n'y a que ça devrait faire un compilateur, GCC, il va faire un scheduling, donc il va organiser les tâches pour que ça soit le plus optimisé possible. Et quand vous allez coder en C, vous allez faire attention à votre layout mémoire, à la manière dont vous allez mettre vos instructions parfois, pour justement éviter ces cycles où le CPU il n'a rien à faire. Donc là, on parle vraiment d'optimisation si vous avez à faire de la vidéo, par exemple. On ne va pas penser à ça si vous avez à faire d'IHM parce que vous avez des entrées-sorties, vous avez plein de choses dans votre programme, c'est tellement compliqué que vous n'allez pas vous prendre la tête pour s'y coder. Vous allez vraiment vous prendre la tête pour un codec qui va être exécuté énormément de fois, où vous allez faire une grosse simulation physique ou ce genre de choses. Donc là, je revenais sur le cache miss quand je vais chercher de la RAM. Il y a des vidéos faites par Berkeley qui sont bien faites sur ces points-là. Si vous voulez aller un peu plus loin, je pourrais vous donner ces vidéos et ces informations-là. L'autre chose qui vient avec l'optimisation, on se rend compte quand on fait du GPU, surtout, c'est que ça dépend de l'architecture. Bah oui, quand vous avez un Atom, vous n'avez pas la même mémoire cache que votre Xeon qui a 24 MO de mémoire cache, où limite vous mettez tout votre Linux dedans et hop, c'est parti. Donc, quand vous faites un code, vous allez l'adapter à votre architecture. Aujourd'hui, si on parle de web, on ne sait pas si ça va être exécuté sur un smartphone ou sur l'ordinateur dernier prix. Et en plus, si vous prenez le même code et que vous le mettez au niveau du serveur, ça a complètement changé. Parce qu'un truc qui a 30 Go de RAM et votre smartphone qui en a 2, déjà c'est énorme, 2, mais voilà. En plus, si vous avez un CPU qui est très bon pour faire du context switch, donc changer d'un thread à l'autre, pour différencier quand vous avez des pointeurs, ce genre de choses, et un GPU ou un style ARM qui n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques au niveau de son architecture, vous n'allez pas écrire votre code de la même manière. Donc tout ça, on voit que c'est quand même antinomique avec le web. On a un vrai problème. Là, on dit, je veux de la performance, je ne veux pas utiliser que 10% de ma performance, et l'autre, on dit, ah oui, mais si tu veux faire ça, tu fais un code par architecture. Voilà, c'est deux trucs impossibles à faire, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche dessus. Parce que si c'est impossible, c'est sympa. Mais il y a quelque chose que vous voyez tout le temps sur Internet, alors tout le temps, et qui me fait un peu friser les cheveux, c'est du style, regardez, sur CPU, j'allais à 1 seconde, sur GPU, j'étais 40 000 fois plus rapide. Quand vous voyez ça, regardez le code. La plupart du temps, ils comparent un CPU codé naïvement avec un GPU qui a coûté 3000 $, qui a codé pendant, le gars qui a dû passer 60 heures dessus sur son code, ça devait faire 30 lignes maximum, et qui a optimisé dans tous les sens. Donc, si vous prenez par exemple un Xeon, j'ai pris l'exemple là, vous regardez le nombre d'unités de calcul, parce qu'ils le font beaucoup avec les cartes graphiques, j'ai 1024 unités de calcul. Si vous prenez un processeur, vous allez dire, j'ai un octocore, j'ai 8 unités de calcul. Ah non, non, monsieur, non, ça ne se calcule pas comme ça. Parce que votre octocore, là, il a des trucs qui permettent de faire de la vectorisation, en fait, des calculs parallèles. Donc s'il n'y a pas de boucle conditionnelle dedans, il est capable de vectoriser encore plus. Et quand vous regardez ça et les unités de calcul, votre Xeon, il a 256 unités. Ah, c'est pas tout à fait pareil que 8. Hein. Donc, et si vous codez, du coup, avec ces optimisations-là, en C++, parce que on reviendra à JavaScript pour l'instant, là, vous êtes tout nu, on n'a rien. Et après, on dit que c'est rapide. Là, les comparaisons, elles sont plus du x1000. On arrive sur des choses, des fois, on arrive sur du x4, x8, mais c'est plus le même ordre de grandeur. Donc là, faites attention à ça quand vous regardez. Donc là, c'était une présentation générale. On va aller un peu plus sur la fin de ce qu'il faut savoir ensemble pour aller plus loin.
c'est le parallélisme. Donc là, je considère qu'on sait tous, hein, c'est juste un petit rappel en 2 secondes, mais bon. Le SIMD, j'en parlais tout à l'heure, c'est j'ai une instruction, plein de données. Par exemple, j'ai un tableau de données et je fais 4 par 4 mes additions sur le tableau. Ça, c'est Single Instruction Multiple Data. Encore une fois, Dieu Wikipédia est là pour ça, pour l'aide du savoir depuis 2001, un truc comme ça. Donc vous irez voir, c'est très bien. Deuxième chose qu'on voit, c'est le MIMD. C'est pareil, mais différent. Alors, pourquoi? Le S est remplacé par un M, donc du coup, au lieu d'avoir une seule instruction comme une addition, vous pouvez avoir des instructions différentes suivant la donnée. Donc là, ça permet de faire beaucoup des choses un peu différentes. Encore une fois, il y a des exemples sur Wikipédia, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, c'est pas le plus intéressant. Enfin, le MPI, pourquoi là j'en parle plus particulièrement? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment devenu commun dans la tête de tout le monde, message passing, c'est l'acteur modèle. Là, c'est clairement, donc c'est quelque chose qui est vieux, hein, c'est à peu près les années 70 que le papier a été écrit, et c'est j'ai une entité, je sais simplement que mon entité va être exécutée dans un seul thread, par contre je peux avoir énormément d'entités, donc plein de threads différents potentiels, et quand je communique entre mes différentes entités, je passe un message, et une fois que j'ai passé le message, j'ai plus accès à la mémoire. Donc, pas de problème d'accès concurrent, du parallélisme de tâches, c'est-à-dire des tâches différentes super simples, tout le monde peut le faire sans avoir trop de bugs, c'est du bon, c'est de la bonne, il faut y aller à fond. D'ailleurs, même les navigateurs qui sont relativement en retard sur ces problématiques-là, généralement, sont allés dedans, ils ont fait quelque chose qui s'appelle les web workers, qui est exactement le plaquage de ça. Et qui se sont dit, les développeurs JavaScript, ils n'auront pas de problème à l'utiliser, et tout le monde en fait maintenant, même IE l'a mis depuis quelques versions. C'est pour dire que là, on est vraiment sur du classique. 3 petits points, parce qu'après, il y a énormément de variantes, single programme, multiple data, vous faites carrément un programme sur plusieurs threads. Enfin, il y a des choses, c'est les gens qui mettent dans des cases. Avec ça, vous avez normalement le savoir nécessaire pour aller un peu plus loin. Et pourquoi je parle de parallélisme, alors que tout à l'heure, je vous ai parlé de vraiment haute efficacité, il faut les patater. C'est quelque chose de tout simple, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez la plupart des codes, ils ne sont pas tous parallélisables. Il ne faut pas mentir, il y a certains trucs, vous ne pouvez pas paralléliser. Et encore, il y a peut-être des choses à faire en auto-vectorisation. Mais bon. Le point important, c'est, si vous voulez de la performance, le plus simple aujourd'hui, c'est pas vous prendre la tête avec les optimisations qu'on a dit avant. C'est de passer au parallélisme et de voir qu'est-ce que vous pouvez paralléliser dans votre programme. Donc, on est à Lyon.js, on m'a dit il faut parler du JavaScript. Hein. Comme vous le voyez, je suis un gros fan du JavaScript. Non, c'est faux, j'aime bien le JavaScript, hein. C'est pas le problème. Je déteste simplement quand on dit que le JavaScript est rapide. Déjà, je considère que le C++ c'est pas toujours rapide. Alors quand on me fait oui, Java c'est rapide, je fais un coma. Et quand on me dit JavaScript c'est rapide, je perds 2 années de ma vie. Donc, on va exposer un peu les problèmes. C'est quoi le problème du JavaScript? Le design. Le design. Le design. Et j'en passe. Donc, grosso modo, en fait, quand vous faites du JavaScript, comme dans le Java, il y a des choses qui se passent. Donc, comme je l'ai dit, on est tous là intelligents, super calés, donc je suis désolé hein, si j'insulte vos intelligences en disant des trucs, mais c'est juste pour qu'on soit tous à peu près d'accord, et même moi il y a des fois des choses débiles que je ne sais pas, donc je me dis c'est bien de le rappeler. Donc tout d'abord, en Java comme en JavaScript, quand on a une valeur, on a un truc qui s'appelle le boxing. Le boxing c'est quoi? C'est je prends une valeur, je fais mon calcul dessus, et j'ai encapsulé ça, on va dire grosso modo. Et ce qui fait que si ça dépasse la valeur, s'il y a quelque chose de louche qui se passe dessus, je le vois tout de suite. Donc je fais une addition, ça va trop loin, j'ai un not number. Ça paraît tout bête ça. Ah, c'est tout bête. Le problème c'est que à chaque fois que je fais ça, dans la majorité des, quasi total, je crois, ouais, quasiment total, tous les CPU que je connais, ça demande des 6 CPU supplémentaires. Ah oui, je fais mon addition, ah, je regarde si j'ai pas un flag qui est levé. Boum, la performance en manque. Mais c'est pas tout, il y a aussi la manière de gérer la sécurité. Le boxing, c'est une chose, mais quand vous allez dans le JavaScript, il y a la synchro sandbox, qui est très bien, c'est en passant, c'est juste la manière dont c'est fait qui s'améliore, mais
qui dit que vous prenez une valeur, elle est forcément un 0. Normal. Et aujourd'hui, les navigateurs, quand ils ont codé ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait le malloc, ils ont dit ouais, je me mets tout à 0. Et ils n'ont pas trop optimisé tout ça. C'est qu'un exemple, hein. Je donne un exemple, il y en a plein d'autres. Ils commencent à regarder et ils ont fait des progrès, mais grosso modo l'idée est là. Et ça, ben, encore une fois, initialiser des valeurs, faire attention que votre tableau, les factorés, ça aille pas trop loin dans la mémoire, tout ça, c'est à chaque fois des opérations supplémentaires. C'est des checks à faire. C'est des choses dans la VM. Qui dit choses dans la VM dit des choses qu'il faut mettre dans le CPU et dans la RAM, dit des accès en plus, dit du code en plus à exécuter, dit de la performance en moins. Je pense que ce message, à force, il va passer. Hein. Donc, pourquoi j'en parle aussi là? C'est parce qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui dans la recherche et même par Google qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Pour ceux qui ont entendu parler, il y a quelque chose qui s'appelle Native Client et même ASMJS. Native Client, c'est Google qui est arrivé, qui a dit ben, je compile en du pseudo-natif et je fais une sorte de sandbox avec et je le fais aller dans le navigateur. Un peu ActiveX le retour, mais un peu mieux pensé quand même. Et ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Ben, quand eux, ils ont fait leur sandbox, ils ont vraiment réfléchi pour avoir le moins d'impact sur la performance sans compromettre la sécurité. Et ils arrivent à avoir, contrairement au JavaScript, des performances qui sont simplement 30% moindres que les performances natives. Et on n'est plus sur du 20, 30, 200 fois moins rapide qu'à le JavaScript. Donc, on sait qu'avoir de la performance et de la sécurité en même temps, c'est possible si on fait les bons choix. Je prends le risque de me prendre des flammes, mais c'est le jeu. Vas-y. Google, ils ont aussi créé V8 et donc ils ont également eu du temps pour regarder ce genre de choses au niveau du moteur JavaScript. Alors, ce monsieur qui s'appelle Maxence, hein, que je connais, il me donne de l'argent, donc je peux en plus faire le random, il n'y a pas de problème. Et c'est bon, j'ai même pas eu le payer, donc il me donne encore plus d'argent. Oui, ils ont fait V8. Par contre, il faut revoir le contexte. Ils sont arrivés, il y a des standards qui existent. Il y a un JavaScript qui est là, qui est standard, qui est standardisé avec plein de choses qui sont faites. Et ils ne peuvent pas arriver en disant je change tout. Ils essayent, hein, ça s'appelle Dart. Et ils n'y arrivent pas. Enfin, pas niveau performance, ça commence à aller, mais ils n'arrivent pas à imposer leur vision. Donc, V8, il y a un groupe qui s'est créé de gens de JavaScript qui sont créés à droite à gauche, qui fait des choses à droite à gauche, mais c'est un peu comme Mozilla, c'est un peu comme toute société un peu grosse. Il y a des religions qui se sont formées. Et il y a aussi ça qui fait que quand vous allez sur les Bugzilla de V8, c'est pas Bugzilla mais le Bug Tracker de V8, que vous regardez les commentaires qu'il y a sur les optimisations et que vous voyez certains commentaires, ça fait peur. C'est du style oui mais on a des performances suffisantes aujourd'hui. On pourrait aller plus loin. Oui, mais d'un autre côté, personne n'en a vraiment besoin, donc on ne va pas se prendre la tête. Il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que pour les navigateurs, ils ne vont pas vraiment... S'il y a une forte demande, ils vont le faire, parce qu'ils sont concurrentiels. Mais à chaque fois qu'ils mettent quelque chose dans le navigateur, ça leur coûte de l'argent, et après, il faut le maintenir. Donc à moins qu'il y ait des gens qui arrivent là et qui leur bottent les fesses en disant « Ouais, bon, Coco, là, tu vas te bouger un peu », ils vont toujours vous répondre « Non, non, on verra plus tard, si ça suffit, regardez, j'ai ce qu'il me faut ». Est-ce que ça a répondu à ta question? Tout à fait. Du coup, j'en étais où, moi? Ah oui, la beauté du garbage collector. Alors, c'est pas évident ça. Le garbage collector, parce que je pense qu'on est tous d'accord que le garbage collector c'est bien. On n'a pas envie de gérer la mémoire à la main. Ça, c'est super cool. Par contre, qui dit garbage collector dit dépose un peu n'importe où. Donc ils sont en train de travailler sur des garbage collectors incrémentaux pour plus avoir ce problème. Aujourd'hui, il est encore là. Pourquoi je le mets quand même? Parce que c'est un peu compliqué là. Il y a des personnes qui disent oui, ben c'est pas un problème, on arrivera à faire en sorte que le garbage collector ne pose plus de problème. C'est vrai, pas vrai en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils le mettent dans un thread séparé, donc du coup, vous n'avez plus de grosses pauses, comme dans les premières démos de WebGL. Si vous vous rappelez, Paul Rouget, il faisait sa démo.
on voyait une super navette, ça faisait 5 secondes, ça frisait, ça faisait 5 secondes, ça frisait. Voilà, ça vous le verrez plus. Par contre, si je veux vraiment faire du code de performance à optimiser, je vais avoir des petits problèmes. Pourquoi? Parce que le garbage collector, il ne sait pas gérer la mémoire comme le fait un humain. Et sur certaines API, pas toutes, sur certaines API, vous êtes capable de dire, bah là, mon objet, je vais plus l'utiliser. Ou mon objet, je vais pouvoir réutiliser une partie de la mémoire. Et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, vous allez éviter des mallocs, des free, ce genre de choses au niveau du cache. Je ne vais pas aller dans le détail technique, mais vous allez être capable d'éviter beaucoup d'opérations mémoire, beaucoup d'opérations au niveau du système qui font que vous avez de la meilleure performance. Et ça vous évite de faire quelque chose qui est horrible aujourd'hui et que font tous les navigateurs, c'est qu'ils compilent. Vous prenez un autre langage qui n'est pas JavaScript. Ce qui est génial, intellectuellement, on vous dit JavaScript c'est parfait. Ah, tu veux faire de la performance? Ah, fais pas du JavaScript. Fais du C et utilise le unscripted qui va être compilé sans JavaScript. Déjà, intellectuellement, il y a un petit problème. Mais quand vous regardez le code compilé par ce compilateur, vous voyez qu'en fait, il va utiliser un type array, donc une zone mémoire JavaScript, comme mémoire. Il va mettre les variables à l'intérieur, il va la référencer à l'intérieur, il va les ressortir, donc en fait, il va squeezer complètement le garbage collector. Et même les dernières évolutions qui font du JavaScript haute performance, donc qui est à SMJS, et ben, ils ont dit eux-mêmes, oui, on désactive le garbage collector pour être complètement déterministe. Donc on voit quand même que malgré ce que nous dit Mozilla, parce que c'est beaucoup Mozilla qui pousse ça derrière, ils ont quand même conscience qu'ils n'arrivent pas à avoir de solution aujourd'hui. Et pour aller même plus loin, c'est que si vous essayez d'exposer certains problèmes, pour ceux qui ont envie d'aller loin, vous voyez que c'est pas déterministe. L'incomplétude, Gödel, les trucs comme ça, Wikipédia encore une fois. En fait, c'est un mathématicien qui en a fait susciter d'autres en disant que certains problèmes ne pouvaient pas être résolus. Excusez-moi. Par exemple, si je dis cette phrase est fausse, alors je considère que cette phrase est juste. Ah oui, mais si elle est juste, ça veut dire qu'elle est fausse. Ah, j'ai un problème. Donc elle est fausse. Ah, mais si je considère qu'elle est fausse, alors elle est juste. Ah, il y a un problème. Donc c'est indécidable. Donc, si vous appliquez ça à certains algorithmes ou quoi, vous arrivez sur des choses qui ne peuvent pas mathématiquement être résolues. Donc, que soit le programmeur vous donne des informations supplémentaires, on y reviendra juste après, soit vous avez un problème et vous êtes obligé de faire des checks dynamiques dans tous les sens. Et qui dit check dynamique dit perte de performance. Merci de suivre et de m'accompagner. Alors, un petit point que les gens n'ont pas forcément conscience et qui me paraît important, qui explique les différences de performance avec le JavaScript, mais aussi avec le Java. Donc, outre le fait que quand vous avez un tableau en Java, il check à chaque élément du tableau. Et le boxing, c'est pareil. C'est les informations bas niveau. Quand vous faites du C ou C++, vous pouvez, et en plus si vous faites du GCC ou du Clang, ou C-Lang, suivant comment vous prononcez, vous avez plein de choses qui ne sont pas standards, qui permettent d'avoir des informations supplémentaires au code. Et ça permet au compilateur de faire beaucoup de changements. Parce qu'à chaque fois que vous compilez, vous vous mettez dans le pire cas. Parce que vous n'avez pas de connaissance. Jusqu'à pas longtemps, et encore pas tous les navigateurs, vous ne pouvez pas dire qu'une variable est constante. Ça paraît bête, mais ça a des implications sur le code. Vous ne pouvez pas dire en C++, quand vous parlez du C++, vous pouvez lui dire par exemple qu'une variable, elle doit être forcément dans le cache, et qu'elle ne va pas aller dans la RAM. Ça, restrict, ça peut avoir une grosse importance. Après, ça n'a pas d'adresse, il y a des impacts sur le code, mais mine de rien, c'est des informations que le compilateur, si vous ne lui dites pas, lui, il ne sait pas. Oula, on a fait beaucoup de temps sur cette slide, je m'excuse. Et enfin, le truc qui est important, c'est le manque de parallélisme. Et comme j'ai fait la diapo avant, je pense que c'est complètement évident pour vous tous. Enfin, sauf celui qui a dormi là-bas, là. 3 petits points, comme à chaque fois. Donc quelques chiffres, et j'aurais fini l'introduction. Et c'était combien de temps là? Oula. J'irai très rapidement pour la fin. C'était un 30 10 minutes, c'est ça? Ouais, c'était 20 minutes ça. C'était la partie de 20 minutes. Ça va encore. Et c'était la partie simple normalement. Donc j'ai fait quelques petits chiffres pour vous parler. Donc j'ai comparé un JavaScript naïf. Donc là, c'est une simulation
Donc il y a beaucoup d'optimisation. Le naïf est quand même optimisé avec un Octree pour les différentes choses. C'est un peu comme le N-Body. Hein. C'est une simulation qui ressemble un peu au N-Body, avec des optimisations de performance autour. Quand je parle de naïf, c'est pas sur l'algo en tant que tel, c'est sur la manière dont j'ai codé dans l'implémentation, donc en JavaScript. Donc là, en laissant le garbage collector faire n'importe quoi, en créant, en enlevant des objets dans tous les sens, ça m'a pris 10 minutes à développer. Ça met 100 secondes à s'exécuter. J'ai fait le même code, donc au début j'ai essayé de l'optimiser à la main. Ça n'a pas fait super bien, je l'ai fait en C, je l'ai fait compiler avec EMScripten, j'ai de meilleurs résultats, donc on va dire que l'optimisation, c'est EMScripten, le compilateur C vers JavaScript qui l'a fait pour moi de Mozilla. Et là, j'arrive sur 31 secondes, sur un code mais complètement illisible. Donc celui qui arrive à me le lire et qui arrive à me l'optimiser, chapeau, lui aussi je le ferai voir. Après, j'ai fait ASMJS. Donc ASMJS, on y revient juste après, c'est la solution de Mozilla pour avoir de la performance dans le navigateur en enlevant le boxing, en enlevant le garbage collector, en faisant peut-être quelques modifications sur le typage, ce genre de choses. Il a fallu 2 heures de développement. En grosso modo, c'est le même code avec EMScripten et avec une option qui s'appelle compile en ASMJS. Et on voit qu'on arrive à 8 secondes. Après, j'ai essayé de me prendre la tête et j'ai utilisé, c'est pas tout à fait le WebCL, c'est une variante que j'ai fait moi, mais si je le fais en WebCL, j'ai les mêmes résultats, qui est du GPGPU dans le navigateur. C'est pour ça que j'ai dit WebCL-like. Il y a la sécurité. Hein. J'ai bien réintégré tout ce qu'il faut pour avoir la sécurité, parce que là, aujourd'hui, les implémentations que vous avez de WebCL qui viennent de Nokia ou de Samsung, donc le WebCL, c'est le GPGPU dans le navigateur qui vient d'OpenCL, c'est pas sécurisé, donc il y a un impact sur les tâches. Là, c'est sécurisé, j'arrive à 120 millisecondes pour 3 heures de développement. Là, ça vaut le coup quand même. Hein. Je fais 100 secondes, 120 millisecondes. Hein. Donc, ça, c'est pas trop mal, et j'ai essayé de faire pareil sur le CPU. On voit, hein, j'ai un Intel Core i5 3300M. Je ne connais pas du tout, hein, j'ai juste regardé CPU info, je ne sais pas s'il est bien ou pas bien. Et la HD Graphics 3K, donc elle qui est pas trop mal normalement. Et en fait, le CPU, on en parlait tout à l'heure, mais j'arrive à avoir de meilleurs résultats. Mais là, j'ai passé plus de temps à optimiser mon code. Et en reprenant C++, en faisant du CAMP et tous les trucs qui sont bien, et en remettant la sécurité par initialisation de valeurs, ce genre de choses, j'obtiens à peu près le même résultat 100 millisecondes. Donc on n'est pas trop mal. Sur tout ça, sur toute mon explication, je vous ai zappé tout ce qui est le Just-in-Time Compiler. Donc, parce que je considère qu'on se connaît tous et on est d'accord que c'est une grande escroquerie de dire que ça fait du natif. Enfin, tout aujourd'hui fait du natif. Dans ce cas-là, je compile mon code à la volée, oui. C'est pas ça qui va avoir un gros impact sur les performances. C'est ce que j'ai précisé avant. Alors, les évolutions, je vais aller super rapidement maintenant parce que je pense que je vous ai tous perdus en 40 minutes. Grosso modo, je vous ai parlé de task parallélisme, c'est acteur modèle, ce genre de choses, les web workers. Le WebCL, ça fait un peu tout et n'importe quoi, c'est super flexible, c'est super compliqué à utiliser. Compute Worker, c'est ma solution à moi, on n'aura pas le temps d'en parler. Et Parallel.js, c'est un truc JavaScript pour les prochaines évolutions de JavaScript qui va venir et qui montre à quel point les gens de JavaScript ont tout compris et qui font des trucs super compliqués et l'implémentation, ça fait 1 an et demi qu'ils sont dessus, ça marche toujours pas. S'ils auraient mis 30% du temps qu'ils ont mis dans Parallel.js vers une autre solution, on aurait un truc du feu de Dieu. Mais pour des raisons politiques, voilà. Donc Parallel.js, c'est quoi? Je ne vais pas aller dans le détail. Il y a l'aspect Harmony Next, ce genre de choses. Vous allez Braden, H, River Trails, c'est des mots-clés. Si vous voulez en parler, je serais très content d'en parler et de cracher dessus. Non, mais l'idée est pas mal. Hein. L'idée, c'est apporter le parallélisme dans le JavaScript. Donc, ils ont des problèmes de concurrence. Ils ont fait toute une spec pour dire les fonctions pour qu'elles fassent de la concurrence, elles doivent avoir telle caractéristique et tout. C'est bien fait. Mais c'est pour le parallélisme, c'est pas pour la performance. Ça paraît bête de mon point de vue de donner de parallélisme sans donner de la performance. Ça améliore un peu les performances, mais sans plus. Et grosso modo, c'est quoi? C'est vous avez un tableau,
et vous dites, bah, par exemple, pour chaque valeur en parallèle, je fais telle fonction. Voilà. C'est juste ça. Et ça, ben, le problème, c'est que je fais telle fonction, cette fonction, étant donné qu'elle est JavaScript, elle a tous les défauts de JavaScript. Et vu que c'est une closure, pour les gens un peu experts, ça vous oblige à avoir une stack supplémentaire dans votre RAM, et ça a plein d'effets de in-out au niveau de la RAM, au niveau des CPU, des miscaches, et quand vous faites du profiling dessus, donc quand vous allez sur le code intermédiaire de Firefox, avant qu'il fasse ça en natif, parce que le JIT c'est JavaScript, code intermédiaire vers niveau, mais ça c'est spécial Firefox, et résultat, vous voyez qu'il y a des choses qui se font parce que le JavaScript est fait comme ça. Donc c'est le design de JavaScript qui me pose problème. Alors PageJS, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui me fâche. Le pour, c'est que c'est super simple. Vous prenez n'importe quel codeur JavaScript, même les mauvais, c'est pour dire, hein, et il y en a des mauvais, mais même les mauvais, pouf, ils utilisent ça sans problème. Mais gérer la mémoire, le GC, les problèmes de concurrence, les caches qu'ils sont obligés de mettre, enfin c'est infernal pour avoir de la performance dedans. Pour l'instant, à chaque fois que j'ai créé un code naïf, ça fonctionnait. À chaque fois que j'essayais de faire un code sur le bench, j'ai essayé avant, le compilateur il a explosé, il me dit je sais pas faire, fais-le en itératif. Alors que les codes étaient relativement simples. Ça reprend tous les problèmes du JS. Et surtout, la raison principale pourquoi ça avance et pourquoi ça a été accepté et compagnie, c'est que les gens d'Intel ont fait de la super com, ont bien menti sur bien des aspects. Oui, c'est possible de faire, et puis après, quand ils essaient de faire, personne n'y arrive, mais théoriquement, un jour, peut-être que c'est possible de faire, et vous, quand vous posez vos équations, vous faites mais c'est pas tout à fait possible dans la théorie des langages, mais ça fait rien, les bons gens ont entendu, donc Intel a passé comme ça, et donc ça va passer dans JavaScript. Donc pour moi, c'est un gros défaut, hein, parce que Intel, eux, le code efficace, ils veulent, mais ils veulent pour l'instant le GPU, pas trop. Hein, on se demande pourquoi, hein, mais ils veulent que sur le CPU. Après, il y a Opera. Eux, ils ont essayé de dire, ben oui, calcul parallèle, je vais faire de la 3D, des matrices, ce genre de choses. Je vous propose une API. Donc là, c'est un exemple, hein, c'est juste. Et ils utilisent les type-arrays de JavaScript. Donc tout simple, c'est encore une API. Pour une addition, vous donnez le tableau de destination, donc pas d'allocation, vous êtes sur de la haute performance, votre tableau de départ, et vous donnez la valeur à multiplier, à additionner, et tous les trucs comme ça. Donc ça, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas intrusif, ça marche bien, moi j'aime bien. Le contre, on est encore en train de créer une API pour résoudre un problème de performance du JavaScript. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de résoudre un problème plutôt que sa conséquence? Voilà, mais pas plus à dire que ça. Alors, une chose pourquoi je dis ça aussi, c'est il y a des gens chez la W3C qui ont dit tiens, et si on crée il n'y a pas de performance dans le JavaScript, si on crée une API spéciale pour la 3D qui fait des calculs matriciels pour la 3D. Donc, pour moi, c'est le même raisonnement. Ouais, super, une API, c'est cool, mais est-ce que ça serait pas plus simple de régler le problème de performance tout court? Après, il y a Dart, le non-choix. Pourquoi le non-choix? Parce que Google, hein, c'est des bons gars Java. Et les gars, il faut travailler un peu avec eux. Les trois quarts, enfin, travailler un peu avec eux, hein, ceux que je connais, j'en connais pas des masses non plus. Mais les trois quarts, c'est très simple. Ils ont un problème, ils pensent en Java, ils le résolvent comme dans Java. Le Singleton Bin Factory, je sais pas quoi, vous le trouvez avec eux. Il n'y a pas de problème, ils vous le trouvent partout. Donc, logiquement, ils ont plein de performances, ils vous disent je fais un pool de Java. Donc c'est un pool de Java, c'est cool. Tout le monde peut l'utiliser, Java c'est fait pour les débiles, il n'y a pas de problème, c'est free. Contre, c'est un clone de Java. Putain. Bon, et puis c'est une nouvelle VM, c'est un nouveau langage pour le web, avec tout ce qui est, c'est pas rétrocompatible parce que ça apporte des choses nouveaux. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça? Et puis il y a les fans de JavaScript, est-ce qu'ils vont accepter d'aller chez Dart? Je pense qu'on connaît tous la réponse, hein. Et enfin, c'est Google. Google, quand ils ont la main, ils ne la relâchent pas. Donc, personnellement, quitte à aller chez le diable, non, j'aime bien Google, hein, ils font des trucs open source. Ils sont juste un peu chiants, des fois. Mais autant aller chez Microsoft, des fois ils font des trucs bien. TypeScript, j'aime bien. C'est du JavaScript avec du typage statique optionnel.
Vous vous plantez dans le typage statique, c'est pas grave, ça complique quand même. Et c'est bien fait, c'est le prochain JavaScript avec les classes, enfin pas trop mal et l'outillage est pas mal fait. Donc quitte à choisir, si on doit faire quelque chose, ça pourrait être une évolution sympa. Et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est que quand je vous parlais du proto, en fait, j'utilisais un sous-ensemble de TypeScript comme langage que je compilais après pour de l'OpenGL, donc ou les shaders OpenGL, pour après avoir la performance, avec le typage, des choses comme ça. Enfin, il y a l'ASM.js, là, le gros mot que je vous dis depuis tout à l'heure. En fait, l'ASM.js, c'est un sous-ensemble de JavaScript avec plein de règles supplémentaires dans tous les sens qui font que vous pouvez le compiler en natif et avoir de la performance. Les règles sont vous typez statiquement avec des règles complètement obscures. J'ai mis un plus, vous voyez le x là. Pour dire que le x c'est un double, bah, je fais x égale plus x juste après dans ma fonction. C'est évident. C'est un double. Donc pareil pour diag. Donc vous inquiétez pas hein, quand c'est un int, parce qu'en plus il n'y a que deux valeurs, hein, c'est sympa. C'est int ou double, le reste on ne connaît pas. Mais quand il y a un int, vous faites x ou 0. Bah oui, c'est évident quoi. Bah voilà. Et donc ça fait ASM.js, vous mettez une petite use ASM pour le compilateur, le standard library pour les fonctions maths que vous mettez à l'intérieur. Foreign, c'est si vous avez une interaction avec le JS, et là vous verrez vos performances s'écrouler, mais complètement. Dès qu'il y a une interaction in-out, si vous en faites souvent, ça marche pas trop, ça vient de la manière dont ils gèrent la sécurité. Mais ils la font bien, hein, ils la font comme NACL, mais du coup le JavaScript il n'aime pas. Et vous mettez votre zone mémoire qu'il va utiliser pour mettre ces différentes variables. Et au moins il le fait pour vous. Vous n'êtes pas obligé de mettre à la main que c'est la 5e valeur de votre tableau. Et alors, c'est l'ASM.js, c'est le moche qui marche. Là c'est un peu plus pour les experts, c'est le langage intermédiaire, LLVM, voilà, c'est un langage intermédiaire pour le JIT. Pas besoin de fallback, c'est du JavaScript compatible. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi sale pour mettre du type alors que c'est pas fait pour. Le problème c'est que ça, vous avez encore un manque de performance, hein, clairement. Vous êtes au niveau des performances du Java, mais ils n'ont pas encore bien optimisé le truc, donc on pense aller beaucoup plus loin. Par contre, il manque le single instruction multiple data, qui a aussi un bon gain de performance. Il manque aussi plein d'infos que vous avez dans les C++, les restricts, les choses comme ça. Donc, il y a de l'idée, mais il y a encore un grand gap à mon avis. Nécessite un compilateur. Ah oui, vous ne l'écrivez pas à la main normalement. Là, je vous ai donné le code, mais sur un gros programme, vous allez vite vous tirer une balle. Et Mozilla Only, forcément. Et Chrome a dit gentiment que eux, ils arrivaient à avoir de bonnes performances avec leur moteur V8 sans faire d'optimisation particulière. Ce qui est complètement faux quand vous regardez les logs, parce qu'ils ont en fait optimisé les cas qu'il y a dans ASM.js. Donc c'est un peu spécial, mais du coup, il y a l'air d'avoir du marketing derrière et des discussions qui sont un peu louches. Mais donc je pense pas que ça va passer. Et interaction avec le JS qui est très lent. Donc dans la pratique, CNACL, ils ont fait une version portable qui utilise du LLVM hier. C'est à peu près la même chose dans l'idée, mais un peu moins loin parce que vous avez beaucoup moins de choses que PNACL dans les infos pour le compilateur pour qu'il aille à la fin. Alors, et c'est presque terminé. Ouais. Donc, rapidement, WebCL. Est-ce que quelqu'un connaît OpenCL ou WebCL dans la salle? Waouh, je suis pas dans la merde. Grosso modo, il y a une présentation. Donc, Bourges Sévelier, c'est quelqu'un qui bossait chez Motorola, qui a été racheté par Google, qui s'est engueulé avec Google et qui est parti chez Atana, qui fait WebCL, que je connais pas mal. On fait tous les deux WebCL, c'est aussi un français, c'est pour ça que c'est agréable de parler avec lui. Il a fait une présentation, donc c'est un lien, je vous le donnerai, enfin vous cliquez juste dessus, c'est 52 pages, ça explique. Mais grosso modo, vous connaissez tous, je pense, l'OpenGL dans la salle. C'est le même principe, mais sauf qu'au lieu de faire un draw, vous lancez des draws en fait, qui lancent des programmes sans affichage, et vous récupérez de la mémoire. Et quand vous lancez, vous dites le nombre de tâches parallèles que vous exécutez. En simplifiant, c'est ça. Et donc quand vous codez ce kernel, donc ce code, un peu comme les shaders d'OpenGL, bah vous le codez en pseudo-C.
Donc là, ça vous permet d'avoir de la performance. Pour la petite anecdote, AMD, ils ont dit que le C c'était pas assez bas niveau. Donc ils ont fait un truc qui s'appelle Mantle qu'on va bientôt avoir, qui est soi-disant beaucoup plus rapide et beaucoup plus bas niveau. Après, il y a une notion de mémoire. Vous n'avez pas la mémoire JavaScript ou la mémoire globale qui est transactionnelle. Puis après, vous mettez la mémoire au niveau des caches CPU, ce genre de choses. Vous ne voyez pas, on a parlé d'abstraction, ils disent mémoire globale, mémoire locale, mémoire privée. Ça revient à faire mémoire dans les registres, mémoire dans le cache, mémoire dans la RAM. Mais il y a cette notion-là qui existe et abstraite, qui est bien faite. Groupe d'exécution, vous pouvez grouper des threads ensemble dans des pseudo-processus. Ça vous permet de partager de la mémoire transactionnelle de façon relativement efficace. Imaginez aujourd'hui, vous avez votre CPU. Votre CPU, en fait, sur un seul CPU, vous avez plusieurs cœurs d'exécution qui partagent la même mémoire cache L3. Heureusement que c'est fini, j'arrive pas à parler. C'est le même principe là, c'est pour utiliser ce principe là qu'ils font cette notion de groupe. Et après, vos draws, ils font une liste de tâches à exécuter, voilà. Donc à vie personnelle, en plus je suis dans le groupe, donc ce que je dis là, ça reste entre nous, hein, c'est pour ça que c'est filmé. C'est bien, mais ils sont trop restés proches de l'OpenCL. Ils ont oublié que le but c'est de faire une API pour le web, et que du coup on voudrait quelque chose qui est plus portable d'une architecture à l'autre, plutôt que se prendre la tête à optimiser pour tel CPU, ah bah tiens j'ai tant de RAM donc forcément mon programme il doit faire tant, j'ai tant de cache, ah bah mon programme il doit faire ça. Ils ont laissé cette possibilité là, à mon avis c'est une erreur. Et le deuxième gros regret, et j'en veux beaucoup à Google pour ça, c'est que Google il a fait un truc qui s'appelle RenderScript, donc c'est OpenCL pour Android. Et avec une différence, ils ont dit OpenCL mais portable pour tous les devices. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous optimisez l'OpenCL pour le GPU, vous le faites pour un device généralement. Et du coup, on se dit, ouais, mais ça, c'est bien, mais ça aurait dû être l'objectif de WebCL. Et on se demande vraiment pourquoi, personnellement, je me demande vraiment pourquoi, je sais, c'est parce qu'ils voulaient avoir la main sur le projet et ils voulaient faire leur truc de leur côté. Mais bon, ils auraient dû participer au WebCL et être moteur, à mon avis. C'est un gros manque qui fera mal à tout le monde en fin de compte. Je pense que là, parce que RenderScript, les gens, ils voient ça, ils disent c'est Google Only, un peu comme Dart et compagnie. WebCL, comme c'est parti, c'est plutôt mal parti pour l'adoption. Donc la performance dans le navigateur, c'est pas pour demain. Et enfin, il y a les Compute Workers, ce que j'ai fait moi, ce que je ne vous présenterai pas, parce que j'ai vraiment pas le temps et je suis fatigué. Voilà, donc je ferai voir à personne, je suis déçu. Moi, je voulais savoir si CoffeeScript avait une influence sur les performances. Oui et non. C'est bien avancé. Oui, parce que quand tu codes, en fait, vu qu'il met un compilateur, il peut faire des trucs un peu plus propres que toi. Oui, parce qu'en plus, il met des closures de partout, ce qui a un effet pas très bon pour les performances. Et non, parce qu'en fait, le code JavaScript, si tu l'avais fait propre, serait à peu près le CoffeeScript. Mais il n'y a plus avait pas l'expert CoffeeScript dans la salle, non? Pas expert, mais je commence à m'en servir pas mal. Mais ça va, tu es à peu près d'accord avec moi? Je suis étonné par ton ouverture. Mais oui, c'est une des raisons pourquoi je m'en sers, parce que ça fait du code mieux que ce que j'aurais fait moi-même. Ah, si vous voulez qu'on aille dans les détails techniques et tout, j'ai d'autres slides, on peut y aller. Ou si vous voulez des questions plus génériques pour avoir à boire aussi. Non. Bon, moi j'ai terminé. Il y a combien d'étudiants dans la salle? Combien d'épithètes? S'il y a un étudiant de loin que j'ai eu en TP et que j'ai dit non, personne, je vais pouvoir tous les saquer. Une question quand même. Le grand... Attends, première, parce que je l'ai pas fait, je l'avais dit quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, tu nous as pas expliqué le math random. Non, moi j'ai pas de question. De toute façon, voilà. Non, deuxième. Le grand mot sur JavaScript, c'est quand même de dire les performances sont suffisantes pour ce qu'on veut. C'est ce que... C'est pire que ça. C'est de dire on a de bonnes performances en JavaScript. Non, rien à voir. La version honnête, c'est on a des performances suffisantes pour ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu penses que pour faire un jeu,
les web workers ne pourraient pas avoir des performances suffisantes, pour l'instant en tout cas, pour faire tourner un jeu ou décoder des trucs. Il y a deux questions derrière. Première question, oui, le JavaScript a des performances suffisantes pour faire ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, on le fait par rapport aux performances de JavaScript. Donc ça se mord la queue. Je ne fais pas de reconnaissance de visage dans le navigateur, pourquoi? Parce que j'ai pas la performance. Ah, là il y a un problème. Et pour les jeux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vous avez tous vu la démo Citadel, qui est super jolie. Hein. De toute façon, elle marche maintenant sous Chrome parce qu'ils ont optimisé de façon spécifique la plupart des choses qui viennent de la SMJS. Oui, ça sera suffisant pour faire un jeu. Parce qu'ils vont se débrouiller pour que ça soit suffisant. Mais parce que dans le jeu, vous n'aurez pas, on revient, faire un Kinect avec reconnaissance un peu sympa de certains trucs, ils ne le feront pas, parce qu'ils n'auront pas la performance. Donc on revient sur le même, on se mord la queue. On aura des jeux qui utiliseront les performances disponibles dans les navigateurs. Je vais te dire un truc qui va te faire hurler exprès. J'ai entendu plein de fois que ouais, non mais V8, ça fait 18 fois qu'ils font des mises à jour, à chaque fois c'est 20 fois plus performant que la dernière fois, ils n'arriveront jamais à faire mieux. Donc c'est complètement des conneries. 20%, 80% plus performant. Bah c'est simple. Voire 20 fois plus performant que la Ouais. version d'avant. Mais c'est tout simple. Quand sur certains algos, tu es 400 fois moins rapide que la version naïve, enfin pas naïve mais super optimisée, tu as de la marge hein, de faire x20. Tu peux faire x2, 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 x2. Après, au bout d'un moment, oui. Et en plus, deuxième chose que tu vois, hein, parce que tu peux regarder les benchmarks, c'est x20 sur l'algorithme je sais pas quoi qui a été codé par je sais pas qui. Ah, dans ce cas-là, ça fait un x20. Et les autres, t'as x2%. Enfin, voilà. Donc c'est toujours à peu près les mêmes trucs. Donc les marketeurs, je sais que sur Mozilla, la mini-list, ils ont crié pour ça parce qu'ils disaient mais arrêtez. Et ils disent oui, il y a x30 sur certains cas. Donc maintenant c'est sur certains cas. En dégradant le reste ou c'est possible non? J'aime pas le mot dégradé parce que prends le CPU aujourd'hui. Tu l'as dégradé quand tu as mis le multithreading. Pourtant, il patate quand même. Donc, oui et non. Tu vas toujours dégrader un peu, mais si tu dégrades de 0,01% pour gagner 20% de l'autre côté, le compilateur, tu dégrades. Mais maintenant, soyons clairs, qui code en assembleur pour ton CPU, spécial pour ton CPU? Personne. Enfin, sauf si tu kiffes d'écrire de l'elfique et de faire ça, non. Quoi. Ça va pas? Est-ce que tu aurais pas un exemple de code CR pour voir à quoi ça ressemble en fait? Tu veux voir un kernel C? Non, un exemple de code web CR. Ah oui, mais côté JavaScript ou côté pseudo-shader? Les deux, c'est Dans les 40 slides de Bourget-Sévigné, il doit y avoir, je sais qu'il y a, mais la retrouver comme ça, si j'ai peut-être, attends, dans mon workspace, j'ai ça, mais un truc facilement... Dans mes benches... T'as de la chance, j'ai ça. Ah, ça marche pas. Je quitte ça. Regarde. Ouais, Là, c'est super lisible, comme tu vois. Alors, attends, est-ce que moi j'arrive à voir? Non, pas trop. J'ai des super couleurs. Hein. Attends, je vais essayer avec quelqu'un a une idée d'un éditeur autre que Vim? Je connais pas. Il est rési là. Comment ça? J'ai pas 14 doigts, mais je vais quand même lancer IMAX. C'est vraiment pour faire plaisir.
sait que tu codes avec Nano. Hein. Alors, Dame d'Aide, c'est joli. Et Il n'y a pas de couleur, quoi, grosso modo. ah mince, bon, c'est pas. Je montre que je ne sais pas utiliser Emacs. Alors voilà, ça c'est du code. Donc en fait, pour expliquer, ça c'est le code kernel. C'est le jeu de la vie, hein, comme c'est marqué en haut, je pense que ça peut se traduire. je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'un code kernel. C'est l'équivalent shader pour l'OpenCL, de l'OpenGL. Donc grosso modo, c'est la gros, c'est un sous-partie du code optimisé, vous codez en C. Vous dites, bah ça c'est mon code, lui il va le compiler, et après vous faites appel à ce code en disant launch, on verra tout à l'heure, j'ai un truc Python juste derrière. Aussi là, le code il vous paraît pas très lisible, parce que le jeu de la vie c'est j'ai un pixel et je regarde autour de moi. Si j'en ai deux, mon pixel il est vivant, si j'en ai trois, s'il était vivant il passe mort et vice versa, et si j'ai autre chose, il meurt. Et normalement il y a des if. Et quand vous essayez d'optimiser ça vraiment, ben, vous transformez les if en autre chose. Donc en fait, vous voyez que, enfin vous voyez pas forcément, mais grosso modo, il y a des castes et des pourcentages dans tous les sens. Les pourcentages dans tous les sens, c'est aussi pour la sécurité, parce que ça a été généré par mon code. Et j'ai changé les valeurs pour que ça soit lisible, parce que j'ai envoyé à Mozilla avec des métriques en disant arrêtez de dire que vous faites de la haute performance, regardez avec ce code, ça va vite. Mais j'ai remplacé les if par ces pourcentages-là. Et vous transformez ça par une formule de maths. Si vous faites ça, votre processeur, vu qu'il n'y a pas de saut conditionnel dans son pipeline d'exécution, il peut utiliser tous ces petits processeurs de calcul en parallèle. Tu peux expliquer pourquoi tu as essayé de supprimer les if? C'est ce que je viens de dire là, non? C'est pas clair. S'il y a un saut conditionnel, ce qui va se passer, c'est que vous ne pouvez pas utiliser. Vous voyez tout ce que c'est que le SSE dans vos processeurs. Vu les têtes, non. Il y a des instructions qui font que quand vous faites une addition, par exemple, vous pouvez lui dire tu me prends les 16 valeurs de tableau là, les 16 autres, et tu me les fais en même temps. Ça, c'est le SSE, en fait. Et votre processeur, c'est dans le même cœur, il va prendre 16 par 16, il va les faire 16 par 16, comme un grand nain. Et ben, si je veux utiliser ces petits trucs-là en parallèle, si je mets un saut conditionnel en plein milieu de mon code, et ben là, c'est fini, il ne peut pas. Donc je me retrouve avec 8 cœurs d'exécution comme un pauvre pouilleux. Et ça, j'essaie de l'éviter. Donc même pour le GPU, ça se voit moins, c'est un peu différent, mais c'est le même code. Je voulais essayer d'utiliser le même code. Et c'est pour ça que j'ai enlevé tous les sauts conditionnels. Et j'ai remplacé ça par des pourcentages, divisions, castant in de ma division, voilà, dans tous les sens. Et ça, du coup, c'est plus rapide qu'avec des if. Et votre code qui fait 30 lignes en fait à peu près 300 derrière aussi. Et voilà un code kernel, hein, qui était la question quand même. Et en fait, donc on dit que c'est un kernel parce que je peux faire des fonctions qui ne sont pas kernel, qui sont juste pour la beauté du code. Après, global, c'est ma mémoire transactionnelle que je peux accéder partout. Je donne des pointeurs qui sont mes mémoires globaux et je donne des arguments à lancer en même temps. Et après, c'est du code C où je rajoute juste, donc là il n'y a pas, mais je peux mettre local, c'est juste quand je récupère un identifiant. Donc là, on voit que je récupère un X et Y. C'est que je peux donner, quand je lance des valeurs, en fait, en 2 ou 3 dimensions. Et je dis, ben voilà, tu vas m'exécuter toutes les valeurs dans ce tableau en 2 ou 3 dimensions. Donc il va me dire 0, 0, 0, 1, 0, 2 et compagnie, jusqu'à faire toutes les dimensions. Donc là, je peux savoir où je suis dans mon tableau. Et je peux faire en sorte aussi qu'il y ait une notion de sous-groupe. Donc dans mes 3 dimensions, je peux dire, bah, tu fais des packages de 16, de 24, de 32, de ce que tu veux. Et dans ce cas-là, je peux faire des mémoires locales où il va utiliser les caches L3 du CPU, par exemple, pour faire les échanges et aller encore plus vite. Donc ça, c'est idéalement, parce que vous utilisez le driver OpenCL d'AMD, les caches, il ne connaît pas. Lui, il met tout en RAM, il dit le compilateur, il fera le boulot là-dessous. Et pour le code OpenCL, donc... Petite question à propos de ça et ce genre d'optimisation. Est-ce que tu es obligé de les faire un peu au feeling et de sentir et de savoir où est-ce que les variables vont être instanciées, où est-ce qu'elles vont être stockées, comment les échanges vont se faire entre les différents types de caches? Ou est-ce que tu as un inspecteur qui te permet de savoir
on va dire, de tracer en fait l'exécution de ton programme, de savoir où sont stockés les valeurs? La réponse est évidente. Comme tout programmeur, on regarde le code généré en binaire. Non, mais au-delà de ça, il y a des règles classiques. Hein. J'évite de mettre en RAM, j'utilise les mémoires locales ou privées plutôt globales parce que la RAM c'est long. Je pense que la question c'était comment tu le sais. Non mais Comment est-ce que tu sais ça, c'est les règles générales parce que tout le monde le sait. Et que tout le monde l'a vu et que toi, quand tu programmes, que tu fais un x20, tu fais « Ah, je suis fort !» Puis tu regardes sur Internet, tu fais « Ah, tout le monde est fort !» Donc ça, non, je plaisante, ça c'est un truc, voilà. Et après, pour chaque programme, tu l'optimises. Donc là, c'est devenu très difficile parce que tu as NVIDIA, avant ils le faisaient pour OpenCL et CUDA, maintenant ils font pour CUDA. C'est un peu chiant. Mais tu as des outils pour ça. Tu as Google qui te trace toutes les allocations et qui te dit « Ah bah tiens, là tu as fait de la merde !» Ils ont un outil GPR. Tous les outils comme ça te donnent et à la fin, tu gères. Et tu vas rendre enfin, tu vas pouvoir le voir ton code à force. Ça te dérange pas si c'est du Python, parce que j'ai pas envie de regarder sur le reste. Donc c'est juste, hop, je regarde, je prenais juste une image pour faire mes tests, et comme tu vois, tu as un contexte, donc tu dis à peu près tes CPU et GPU ensemble, tu mets dans une sorte de grande bulle, et tu peux dire, ben voilà, tu gères un élément là-dedans. Et après tu crées des buffers, créer des buffers c'est un peu plus loin, dans ce contexte. Donc si tu as mis qu'un GPU, c'est les navigations et les synchros, donc là tu perds en performance, mais il le fait automatiquement. Donc une fois que tu as créé tes zones mémoire, boum boum. Qu'est-ce que je fais là d'ailleurs? Donc le programme, je le compile. Tu vois, je dis le contexte, les sources, je dis tu compiles ton programme. Et après, je peux l'exécuter. Donc je l'exécute où là? Voilà, programme. Donc Goff, c'était le nom. Normalement, tu as un truc qui s'appelle enqueue. Là, parce que le binding, il prend directement le kernel et il prend le nom du kernel et hop, il te le ramène dans le code Python à la volée parce que Python c'est dynamique. Mais sinon, tu prends ton build, c'est tout en C et tu lui dis, ben voilà, j'ai une queue et je rajoute un élément dans ma queue et j'ai défini avant chaque argument de ma queue. Donc les différents buffers, mes constantes, et tu le lances avec n tâches en parallèle avec les dimensions. Donc là, on voit, je lance en 1024 par 1024 en 2 dimensions. Pourquoi? Parce que le driver AMD au-dessus de 1024, il explose. Après, je ne mets pas de sous-groupe. Je ne fais pas de pack. Je mets mes différents buffers pour mettre un argument directement parce que là, Python me le permet de le faire. Sinon, tu es obligé de le faire dans d'autres fonctions en C dans la structure. Et le buffer de sortie. Et après, je lui dis, comme en OpenGL finish, là, pour être sûr qu'il a complètement fini toutes les exécutions. Autre question? Non. Vas-y. Est-ce que tu penses que si TypeScript arrivait à être standardisé et arrivait dans les navigateurs, avec justement l'astuce au compilateur pour lui dire ça sera de tel type, est-ce que ça va aider ou pas du tout? Si tu as ça, tu auras les performances un peu mieux que Java. Ah, quand même. Si tu fais, il y a 3 petits trucs qui te permettraient d'avoir des performances qui ne te permettent pas, par exemple, de faire de la reconnaissance d'image. Java, c'est lent pour moi, tu vois. Mais avoir les performances de Java, tu prends un TypeScript, tu fais toi ton sous-ensemble de TypeScript parce que tu sais que faire les prototypes dans JavaScript c'est long, ce genre de choses. Tu les mets de côté, tu peux avoir de bonnes performances. D'accord. Ça améliore quand même. Ça améliore. En plus, s'ils mettaient quelque chose qui dit PostGC ou je sais pas quoi, ou même si TypeScript compile simplement en ASMJS ou un équivalent, on aurait des performances pas trop mal. Par contre, on ne pourra jamais faire un nouveau codec. Enfin, on pourra faire un nouveau codec, mais il sera complètement pourri par exemple. Alors Bix, ça roxe pas vraiment du poney, quoi. Oui. Alors, il y avait le mainteneur du scheduler du kernel il y a quelques années de Linux qui disait
Pour faire de l'optimisation, d'abord j'optimise pas, ensuite j'optimise pas, et enfin j'optimise pas. Tu veux dire le même qui a dit non au dentiste alors qu'il arrivait à avoir de meilleures performances sur le ski-douleur? C'est vrai. Voilà, je Non, dis que ça. non, je crois que c'était celui d'avant le Non, mais oui et non. C'est-à-dire que... J'avais pas fini ma question. Excuse-moi. Je disais, du coup, bon, on sent que quand même, c'est intéressant de ne pas forcément optimiser, d'adresser la chose au global, mais c'est déjà fait, j'ai envie de dire, au niveau de par les guerres, des motivateurs, etc. Mais du coup, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire vraiment au dernier moment, et du coup, de remplacer, d'implémenter naïvement dans un premier temps et d'optimiser après. Du coup, qu'est-ce que tu verrais comme dans tout ce que tu as pu présenter, qui aurait la meilleure forme pour avoir le meilleur rapport entre ce que j'écris naïvement et les modifications que j'ai apportées pour avoir quelque chose, peut-être pas le plus performant, mais très performant, voire seulement performant. Parce que ça peut être des trucs fous, hein. Et Je vais dire un truc fou du genre, on va mettre du parallèle.js, que t'aimes pas, avec dedans de l'ASM.js. Un truc complètement fou, hein. WebCL. Non, mais plus sérieusement, en fait, comme tu l'as pour Python ou n'importe quoi, tu écris ton code, tu fais ton profiling, tu dis, bah tiens, c'est ça qui me prend du temps, et là tu réécris. Mais pourquoi je suis un peu gêné? Parce que aujourd'hui, la manière dont est gérée la sécurité dans les VM te permettra pas d'avoir des appels fréquents entre ton code JavaScript et un code externe. Concrètement, ça ne peut pas. Donc concrètement, il faudrait revoir la VM pour avoir ces hooks rapides. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle hook rapide? C'est des hooks qui coûtent 2 millisecondes non plus. Hein. Donc pour moi, c'est long. Je préférerais être à la microseconde. Maintenant, quand tu fais un jeu avec 50 FPS, 2 millisecondes, c'est 500 FPS, c'est pas ça qui va te... Voilà. Donc il faut mettre un peu dans l'ordre. Ça peut être, à mon avis, ça serait la solution la meilleure dans la plupart des cas. Concrètement, tu prendrais ta fonction qui est lente et tu la remplacerais par des kernels OpenCL que tu lancerais dans une fonction qui s'appellerait pareil. Ouais, je ferais du profiling et je regarderais comment recoder autrement. Comme on fait aujourd'hui, hein, je pense qu'on fait tous la même chose. Hein. On code comme des ports en disant ouais, c'est réutilisable. Et après, quand ça marche pas, on change un peu l'algo. Ah oui, pour les élèves, vous n'avez pas entendu ça. N'hésitez pas à vos profs. C'est fini, c'est bon. C'est toi qui dis. On va la prochaine. Ouais.